BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité. On va revenir sur ces chiffres, les chiffres de la délinquance. Ils sont tombés hier soir et c'est pas du ressenti, non. C'est des chiffres, c'est des faits et ils sont extrêmement mauvais. Mais je voudrais d'abord qu'on commence par ce qu'il s'est passé à Marseille cette nuit. Deux nouveaux morts, un blessé. Il était 19h40. Les images, je voudrais que vous les regardiez. Ça a été filmé, cette très violente tuerie. 19h40, donc en plein cœur de la ville, en pleine rue. Un homme que l'on voit descendre de voiture, filmé, qui traverse et qui fait d'une rafale de Kalachnikov 3 victimes, 2 morts, un blessé. Et tout cela, je le disais, en plein jour, en pleine rue, à 10 mètres des commerces d'une pharmacie. 42 morts depuis le début de l'année à Marseille. Qu'est-ce que ces images vous inspirent, Alain Boer ? Alors d'abord, c'est un assassinat prémédité. Cette affaire a été suivie et analysée depuis plusieurs jours. L'enquête a déjà beaucoup avancé. Les deux individus, l'un était très connu des services de police, l'autre un peu moins connu. C'est un véhicule volé avec une fausse plaque d'immatriculation, mais c'est surtout un indicateur de la réalité de ce qu'est Marseille, qui est la ville française qui est la plus atteinte, la plus victime d'un kyste criminel qui a plus de 100 ans. Depuis Carbone et Spirito, Marseille est sous la coupe réglée du crime organisé qui n'hésite pas à gérer et à régler ses comptes. C'est le cas ici. C'est très probablement un règlement de compte qui a été attendu, préparé, pensé et exécuté. C'est une exécution en direct. Mais le deuxième élément qu'il faut prendre en considération, c'est la dégradation. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, Marseille était gérée par un parrain, un juge de paix qui s'appelait Jean-G. Colonna. Et tout l'écosystème criminel marseillais a explosé à cause d'un autre individu, Farid Berama, qui a décidé la révolte des caïds des cités contre les parrains corso marseillais. Et depuis cette époque, il y a une guerre de succession et une guerre de sécession à Marseille. Une forme de concurrence entre bandits. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de parrain, il n'y a plus de commission, il n'y a plus de conculta, il n'y a plus tout ce qui gère en général l'économie criminelle. La commission, qui est l'espace naturel du niveau le plus élevé d'une mafia, ce que Marseille n'a pas. C'est le niveau juste en dessous. Et depuis cette époque-là, il y a des caïds qui durent de moins en moins longtemps et qui sont de plus en plus rapidement éliminés par d'autres caïds qui veulent récupérer à la fois la caisse, le point de deal et tout ce qui va avec. Et ce processus d'accélération dans la concurrence, dans la gestion... En fait, l'économie criminelle, c'est comme l'économie libérale de marché. Il y a concentration horizontale, concentration verticale, incentive pour le petit personnel et par contre un règlement de la concurrence qui passe plutôt par l'élimination physique que par la baisse des prix. Donc il y a un sujet marseillais qui s'est étendu à d'autres villes dont on parle moins mais qui se dégrade sur l'ensemble du territoire, y compris des petites et moyennes villes. Marseille, c'est la pointe d'un iceberg qui se découvre peu à peu et qui couvre désormais, en termes de règlement de compte et d'homicide, pour des raisons liées au deal et au trafic de stupéfiants essentiellement, tout le territoire national. Et on parle de villes moyennes, on parle même de petites villes, voire de villages, de points de deal, y compris dans des zones rurales. Mais si on reste sur Marseille, Alain Boer... vous dites que c'est un kyste qui existe au fond depuis extrêmement longtemps et qui s'est donc très fortement dégradé donc depuis la fin des années 90. Mais on a quand même l'impression que là, avec 42 morts cette année, et dans des centres-villes et à n'importe quelle heure, il n'y a plus de sécurité à Marseille nulle part. Il y a des familles qui nous racontent, après la mort de cette jeune femme qui avait pris une balle perdue tout en étant dans son salon, qu'elle tire des matelas pour aller dormir dans la cuisine pour ne pas être près des fenêtres. Oui, vous avez le cas aussi à Avignon et dans un certain nombre d'autres villes dont on parle moins, parce que la logique du règlement de compte sur des groupes de plus en plus amateurs et de plus en plus jeunes et de plus en plus incapables de se maîtriser eux-mêmes dans la pulsion irrésistible de la concurrence, alors qu'avant, il y avait des règles hiérarchiques, une montée pyramidale, un contrôle justement de l'usage des armes à feu. Aujourd'hui, la Kalachnikov est, je ne dirais pas en libre accès, mais assez facilement accessible, ça n'est pas très cher, et surtout, ça génère une diversification et une décentralisation considérable du trafic de stupéfiants, avec des options désormais qui vont du producteur au consommateur, du bio,
de la livraison à domicile, on ne se rend pas compte de la modernisation et de l'expansion du marché. Et encore là, on est dans probablement les trafics traditionnels, mais nous voyons arriver de nouveaux trafics, le crack, des drogues de synthèse qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, nous sommes face à deux risques majeurs. Lesquels ? L'arrivée du fentanyl et l'arrivée du captagon. Jusqu'à présent... C'est quoi ? C'est ces drogues dont on parle aux États-Unis, les drogues du zombie ? Qui sont, oui, en partie, mais qui sont aussi des drogues qui étaient utilisées de manière naturelle en médecine, mais détournées de l'or, qui ont amené des dizaines de milliers de morts par surdose, on dit overdose, mais surdose en français, et puis par la distribution d'une drogue qui a beaucoup servi, notamment dans la zone syro-irakienne, et qui est sous le contrôle en partie de l'État syrien, mais pas seulement, et qui aujourd'hui est aux limites de se déverser sur le territoire. Nous sommes face à une crise majeure, une triple crise. Nos produits stupéfiants habituels, cannabis avec un très haut niveau de tétrahydrocannabinol, ce qu'on appelle le THC, ce qui fait que les gens qui parlent du cannabis des années 60 pensent que c'est une petite drogue sympa, dite douce, alors qu'aujourd'hui son taux de concentration en fait une drogue qu'on appellerait dure. Ce terme n'a pas beaucoup de sens pour les techniciens, je m'en excuse auprès d'eux, mais au moins c'est plus clair dans le niveau de concentration et les effets secondaires, notamment au volant, de ce que ça peut représenter, une poussée importante de la cocaïne, un début de commencement d'arrivée du crack, pas seulement à Porte de la Chapelle ou dans les dom-toms, ou dans les dom-roms, mais désormais qui commence à se répandre, et puis des drogues chimiques de plus en plus puissantes, de plus en plus concentrées, dont personne ne sait ce qu'il y a dedans, dont les effets amènent soit à la surdose, soit au suicide, soit à des actes d'hyperviolence. Et c'est ce cumul général qui est déjà là et qui va se rajouter avec l'arrivée du fentanyl, que nous n'avions pas encore, mais qui commence à se répandre d'après moi je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Et du captagon. Ces images-là qui nous viennent des États-Unis, on voit des images notamment de la ville de San Francisco qui a été très très largement contaminée par cette fameuse drogue du zombie. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui que ça va arriver ou est-ce que vous nous dites que c'est arrivé et dans ce cas, où ? Alors c'est en train d'arriver. Vous avez des premiers indicateurs. L'OFDT, l'Office français des drogues et toxicomanies, fait un travail remarquable de suivi de ces affaires. Un de mes collègues, Michel Gandillon, publie régulièrement sur ces questions, à la fois des notes et même des ouvrages. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à une crise majeure qui est 10 fois celle que nous avons connue. Nous sommes dans les années 60. Il y a des drogués de ces drogues de zombies dans les rues Il y a des indications de gens qui sont traités dans des hôpitaux, notamment en région parisienne. Et donc vous redoutez que ça ne se développe ? Je ne redoute pas, je constate que c'est en train de se développer. Alain Boer, il y a quand même une chose qui me frappe, c'est que depuis le début de cette interview, lorsqu'on parle de ce qui se passe à Marseille, on a l'impression que tout ça se passe hors de l'État. Régulièrement, on nous envoie des CRS 8, des policiers, on va gérer la crise pendant quelques jours, à Nîmes, à Marseille, à Avignon. Mais globalement, on a l'impression que c'est une sorte de monde parallèle au monde des forces de l'ordre. Oui, c'est vrai, c'est un ordre parallèle. D'ailleurs, ils le considèrent comme ça. C'est pas l'ordre contre le désordre, c'est l'ordre contre un autre ordre. C'est l'ordre criminel contre l'ordre policier. Mais pendant très longtemps, la puissance de l'État en France, sa centralité, sa capacité à gérer la sécurité de manière très particulière. La France est un des seuls pays à avoir une police centralisée, plusieurs polices d'ailleurs avec la gendarmerie, etc. Les criminels en avaient plutôt peur. Aujourd'hui, ils profitent du délabrement et de la désagrégation morale, sociale de la police, malgré les efforts de ceux qui sont à sa tête. D'ailleurs, c'est même pas un problème de hiérarchie, c'est vraiment un problème de société. Et donc, aujourd'hui, comme le disaient des policiers dans un grand journal du soir, qui paraît désormais le matin, avant-hier, nous étions les chasseurs, nous sommes devenus les chassés. C'est une citation. C'est une citation, effectivement, d'un des chefs de la police. Délabrement de la police, voilà les mots que vous utilisez, Alain Boer. Tout cela n'est pas de très bon augure quand on voit les chiffres de la délinquance, où on aurait bien besoin, en effet, de ces forces de l'ordre. Ils sont tombés hier et ils sont extrêmement mauvais. Tous les chiffres de la délinquance sont en hausse. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui publie ces chiffres. Homicide, statistique indépendant. Homicide, plus 9%. Mis en cause pour usage de stupéfiants, plus 14%. Mis en cause pour trafic de stupéfiants, plus 5%. Victimes d'escroquerie, plus 8%. Victimes de coups et blessures volontaires, plus 15%. Victimes de violences intrafamiliales, plus 17%. Victimes de violences sexuelles, plus 11%. Cambriolage, plus 11%. Vol de véhicules, plus 9%. Mais qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, c'est assez rare qu'un service statistique ministériel commence sa synthèse par « tout va mal ». Parce que moi j'ai été... Alors, c'est pas la première fois. Je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio que vous êtes venu avec le dossier sous les yeux. Il s'agit de ce dossier publié donc par le ministère de l'Intérieur, publié hier soir sur insécurité et délinquance, les chiffres statistiques. Voilà, c'est l'année 2022, il y a toujours un petit décalage. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sources, puisque celle-ci n'est que ce que la police enregistre et connaît. Il y a aussi l'enquête de victimation qui permet de savoir ce que les gens subissent et ne déclarent pas. Donc là, ce n'est que ce qui est déclaré. On peut imaginer que donc c'est pire. Oui, parce que notamment pour les violences intrafamiliales, les violences domestiques, et une partie de ce qu'on ne déclare pas parce qu'on ne va pas être remboursé par l'assurance, c'est un indicateur à la déclaration, mais c'est aussi une incitation à ne pas aller perdre 2 heures dans un commissariat pour ne pas être remboursé à la fin. On a des indications de victimation qui sont évidemment bien plus importantes et curieusement bien plus importantes pour la victimation physique que pour le vol. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui en violence intrafamiliale qu'on a une plainte pour 10 faits. On peut multiplier par 10. Alors, ce n'est pas la faute de la police. Elle ne produit pas de la criminalité, elle produit de la sécurité. Mais la mauvaise connaissance des faits, la difficulté à aller les appréhender, la difficulté à aller porter plainte amène à considérer que nous sommes aujourd'hui dans une situation de violence bien plus grave que ce qui est indiqué. Et vous voyez combien le système est lent. Regardez pour le harcèlement scolaire. On a l'impression qu'il arrive cette année. Avant, il ne se passait rien. Il a fallu que des enfants se suicident, que des familles se révoltent et que des rectorats signent des lettres invraisemblables pour que, et moi je rends plutôt hommage à la bonne volonté du ministre de l'Éducation nationale dans cette affaire, parce que pour la première fois, il y en a un qui a pris le sujet et qui y est allé, y compris en disant que son administration avait fauté. D'habitude, ils ne sont jamais responsables de rien, ce n'est pas leur faute, on ne sait pas très bien qui. Donc, il y a un moment où il se passe quelque chose. Dans MeToo, il y a eu un moment où il s'est passé sur les agressions sexuelles. Et c'est d'ailleurs une des réponses du ministère de l'Intérieur, c'est de dire que ces hausses sur ces 2 points-là, on ne parle pas des cambriolages, on ne parle pas des violences et des agressions, mais sur la question des victimes de violences intrafamiliales et sur la question des victimes de violences sexuelles, ces 2 points étant à plus 17% et plus 11%, il s'agit aussi de prise de conscience. Oui. Et donc, ce n'est pas forcément que le nombre d'agressions à proprement parler augmente, mais c'est que les victimes se déclarent désormais. En fait, on a 2 processus. Un processus de révélation de ce qu'on ne voyait pas avant, et plus on s'en occupe, plus ça se voit. Il y a aussi un processus d'inflation. Et ça, c'est plus vrai sur les homicides. Et vous noterez d'ailleurs sans doute, puisque je le fais régulièrement depuis 5 ans, que le ministère de l'Intérieur, en tout cas son service statistique, ne parle plus des tentatives d'homicide. C'est-à-dire les homicides qu'on raté. Or, si vous prenez homicide et tentatives d'homicide, non seulement ils augmentent, mais ils sont au plus haut niveau depuis 50 ans. Au plus haut niveau depuis 50 ans. Il n'y a donc les kalachnikovs, ça tire, mais ça tire souvent mal. Les services de secours sauvent plutôt mieux. Mais le nombre de tentatives d'homicide, homicide plus tentatives d'homicide, ce que j'appelle les homicidités, est au plus haut niveau depuis 50 ans. Les 3 dernières années, y compris l'année du confinement, sont au plus haut niveau depuis 50 ans. Et je pense que l'année que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec ce que vous indiquez comme l'élément le plus visible, qui sont les règlements de compte, mais qui ne font que vaguement masquer la réalité ordinaire de la violence. Ça rentre, j'imagine, dans ces chiffres en hausse, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc vous avez une année 2023 qui va être probablement très mauvaise. Alors, ça veut dire, Alain Boer, que vos premières indications, avant même qu'il n'y ait ce travail de très grande précision statistique qui, en effet, comme vous le disiez, est toujours un peu en décalage dans le temps de collecter toutes les informations, les premières données que vous avez en temps réel sur l'année 2023 montrent qu'elle sera encore pire que 2022 ? Qui déjà était pire que... Sur les homicides et les homicidités. Évidemment, je n'arrive pas à suivre l'intégralité de la criminalité ordinaire. Mais il faut saluer d'ailleurs l'indépendance et la lucidité à la fois du ministère qui laisse publier ça et de son service statistique qui le publie. Il y a une étude d'ailleurs sur les homicides et comment ils se structurent, à la fois la relation entre les individus. Il y a un vrai travail qualitatif qui avait été lancé par l'OND il y a quelques années avant que le Premier ministre le supprime, pas l'actuel, un antépénultien. L'Observatoire national de la délinquance, qui est l'organisme indépendant qui était chargé non seulement de collecter les statistiques, mais de les analyser. Ça faisait tellement peur au service de l'État que pour des raisons comptables, Édouard Philippe l'a supprimé. Je salue la bonne volonté de Gérald Darmanin qui l'a rétabli et remis en fonctionnement, y compris l'enquête nationale de victimation. Oui, mais il y a une vraie volonté, mais du coup, ça oblige à une responsabilité dans l'efficacité de la réponse publique. Et c'est là qu'on s'interroge quand même. Oui. Bien sûr, mais on voit bien à quel point ça veut dire quoi, il y a une forme d'impuissance. La police est en crise pour des tas de raisons diverses. Vous nous avez quand même parlé de délabrement de la police. Oui, alors évidemment, dans un moment où on se dit qu'il y a quand même beaucoup à faire, c'est pas très rassurant. Non, mais c'est un problème à la fois moral, culturel, structurel. Il y a une importante réforme de la police qui a été lancée par le directeur général de la police nationale, dont on a beaucoup dit que c'était mal ou que c'était bien, mais enfin ça répond en partie à la problématique judiciaire. En contrepartie, on ne peut pas dépouiller la police judiciaire centrale de ses compétences, de son
expérience de sa qualité et de son efficacité. On s'oriente beaucoup sur la police fiscale et la police de l'impôt, ce qui a sans doute un intérêt sur ce qu'on appelle la criminalité en col blanc. Mais le sujet national français aujourd'hui, c'est la violence physique. C'est la problématique générale de l'agression, y compris de l'agression contre les policiers eux-mêmes, qui deviennent des cibles alors qu'ils devraient être des Mais boucliers. Alain Boer, quand on vous écoute, on se souvient de la phrase de Éric Dupond-Moretti lorsqu'il est arrivé au ministère de la Justice, qui avait parlé d'un sentiment d'insécurité. Non, c'est un climat. C'est un climat, ce sont des faits, ce sont des chiffres, ce sont des statistiques. Il n'y a en aucun cas un sentiment d'insécurité. Non, ça ne relève pas du sentiment, ni amoureux, ni triste. Non, c'est un climat physique, vécu, constaté. Et malheureusement, en général, le fait divers extraordinaire masquait une tranquillité ordinaire. On a été fasciné par les grands criminels parce qu'on n'avait rien à faire dans sa journée. Aujourd'hui, le fait divers extraordinaire, c'est l'ordinaire d'une partie très importante des citoyens, notamment ceux qui sont obligés de dormir dans leur baignoire. Ce que vous êtes en train de nous dire, Alain Boer, c'est que jusqu'à présent, il y avait une forme de fascination pour les quelques faits divers, avec régulièrement certains qui défrayaient la chronique, mais parce que précisément, on se disait, ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, c'était comme un spectacle extérieur à nous. Aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'on dit enfin ce qu'ils vivent au quotidien. On est passé de spectateur à acteur. Quand on voit aussi la difficulté à mettre fin et à arrêter véritablement ceux qui parfois sont des multirécidivistes ou qui sont des gens qui sont déjà dans l'œil de la police. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé dans la nuit du 19 au 20 septembre à Versailles. Véronique, 67 ans, a été violée, étranglée, volée. Le suspect a été interpellé à Asnières, placé en garde à vue. Il a 39 ans, il est de nationalité algérienne. Il avait déjà fait l'objet d'arrestation et il était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Certains, y compris c'est devenu un sujet politique, veulent voir dans la question de la hausse de la délinquance et de la hausse de l'immigration une forme de rapprochement. Est-ce que vous diriez cela ? Pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour le dire. Donc, moi, je m'appuie sur des outils factuels. Il n'y a pas, la statistique des étrangers montre une surreprésentation des étrangers dans l'activité criminelle, mais plus c'est grave, moins ils sont là. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que c'est dans la petite délinquance ? D'abord, ce qu'on enregistre, c'est leur présence illicite sur le territoire français, mais pour ça, il faut être étranger. Donc le simple fait d'être étranger sur le territoire français vous amène à être délinquant d'un certain point de vue. Donc une immigration surreprésentée dans les petites délinquances, dans la masse de la délinquance, mais qui plus on va dans la baisse. gravité, moins il y en a. Donc, premier élément, c'est pas ça. Deuxièmement, beaucoup de gens pensent que c'est lié à l'immigration africaine, sahélienne, arabo-musulmane. En fait, ce qu'on dit aujourd'hui de cette immigration-là en termes de délinquance criminalité, et ce qu'on disait des Polonais dans le nord de la France, blancs aux yeux bleus catholiques, des Espagnols et des Italiens, qui correspondent à la même chose, il y a 100 ans. Les journalistes ont assez peu d'imagination dans la presse de faits divers. Ils disent toujours la même chose, ils changent juste la dénomination. Donc on a un problème qui est lié à quoi ? Donc c'est l'autre, ça veut dire que c'est l'autre. Non, c'est pas exactement ça, c'est la démographie. Les vagues d'immigration sont composées de plus de jeunes mâles que de vieilles dames. Et les jeunes mâles sont plus actifs que les vieilles dames. C'est-à-dire que si on comparait les jeunes mâles issus de l'immigration en proportion avec les jeunes mâles nationaux, enracinés, locaux, on aurait le même niveau de criminalité et de délinquance. C'est un problème d'âge, c'est pas un problème d'origine. C'est donc véritablement une sorte de déformation politique. En tout cas, chacun veut y voir ce qu'il veut. Vous restez sur les chiffres. C'est de la posture, voilà. C'est de la posture. L'analyse, elle est démographique. Et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion, paradoxalement, y compris de convaincre, et ça n'est pas donné à tout le monde, et ça n'arrive pas tous les jours, Éric Zemmour, du fait que la démographie était bien plus intéressante à constater en matière de criminalité et de délinquance que la question des origines. Et il en avait convenu, tout en rebondissant après sur d'autres de ses préoccupations. Je veux dire par là que dès qu'on entre dans le fond des sujets et qu'on y va, il y a un problème de surreprésentation des étrangers, absolument, mais pas celle qu'on croit. Ou pas celui qu'on croit. Pardon. Et c'est pourquoi il faut effectivement regarder les chiffres. Alain Boer, je voudrais pas finir cette interview sans citer la réédition du livre de Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Vous en aviez parlé ici même, puisque vous étiez venu au moment des émeutes, juste avant l'été. Vous avez. C'est à cause de vous d'ailleurs. Écoutez, je suis très contente d'y avoir participé. Le livre de Gustave Le Bon, il est absolument passionnant, mais il a 100 ans. Et depuis, vous aviez relu et vous avez fait une préface inédite. Vous parlez de la France. La France connaît une longue histoire de révolte engendrée par l'ignorance,
le mépris de l'aristocratie, qu'elle soit monarchique ou d'État, le détonateur du ressentiment vis-à-vis de l'impôt et vis-à-vis des élites. Il y a donc une histoire des émeutes et aujourd'hui vous dites on était dans une émeute d'affrontement, on est désormais dans un chaos généralisé. Oui, parce qu'on a toutes les crises en même temps. D'habitude, elles se suivaient l'une après l'autre. Là, on a une crise sociale, les gilets jaunes, une crise sanitaire qui n'est toujours pas terminée, parce qu'on a des reprises et le débat est toujours ouvert, une crise sécuritaire, on vient d'en parler, une crise militaire, il y a la guerre à nos portes, et je pense qu'elle est plus qu'à nos portes d'ailleurs. Et donc tous ces éléments sont cumulés, ils arrivent en même temps, l'État est obligé de tenir compte de toutes ces crises. Or l'État en France, il ne veut rien laisser faire aux autres. Il considère qu'il est le seul à savoir et le seul à pouvoir. Et ceci amène évidemment à un blocage généralisé. Quand on veut tout faire, on fait tout mal, plus ou moins mal. Et donc voilà. Et donc je trouvais que le Lebon, avec ses petits défauts techniques, puisqu'il a une vision des femmes qu'on va qualifier d'extrêmement passéiste, mais sur le meneur, la gestion de la foule, le pourquoi elle passe à la violence, la violence notamment des environnementalistes qui vient se rajouter à tout ce que vient d'indiquer. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça explose dans des émeutes Merci Alain Boer. Je note au passage que vous avez dit la guerre n'est pas qu'à nos portes. Ça fera l'objet d'une autre interview. Et ce livre, donc, Gustave Le Bon, Psychologie des foules, avec votre préface inédite. Alain Boer, merci d'avoir répondu à mes questions. 8h52 sur RMC BFM TV.